BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les cryptos et les blockchains, les pros des cryptos à domicile. Chaque vendredi, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct à la radio, à la télé à 15h chaque vendredi et en rediffusion le vendredi soir à 21h30 sur les réseaux sociaux aussi, bien sûr, et notre chaîne YouTube BFM Crypto. Nos NFT à nous sont présents, ils répondent à l'appel de BFM Business chaque vendredi. Owen Simonin, bonjour Owen. Vous êtes Owen à la tête de Meria et la chaîne YouTube Asher également. Il est avec nous aussi aujourd'hui. On a plaisir à le retrouver. Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver aussi, auteur conférencier, expert des crypto-actifs. Dans un instant, on parcourra ensemble les principales headlines de la semaine, les principaux titres de l'actualité crypto. Mais d'abord, Xavier Fenot nous appelle. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé Interactive Trading, bonjour Xavier. On est content de vous retrouver Xavier, d'autant que les cours du Bitcoin ont envoyé des signaux peut-être un poil plus encourageants cette semaine. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue technique sur les cours du Bitcoin notamment ? Alors c'est vrai Guillaume, tout allait bien jusqu'à finalement il y a une demi-heure. Ce qu'on a eu à court terme, on peut noter en fait un peu ce marché qui reste anxieux au sens large. En fait, on a eu un bon chiffre économique, le NFT, les créations d'emplois aux États-Unis. Meilleur c'est, et plus les opérateurs finalement s'inquiètent à ce que Jérôme Powell, le patron de la Fed, finalement augmente ses taux directeurs et ne fasse grimper en fait encore un peu plus le taux à 10 ans aux États-Unis, qui est au plus haut depuis 2007 maintenant, on est quasiment à 5%, mais aussi le dollar américain. Et donc c'est vrai que ça pèse sur l'intégralité des actifs risqués, crypto, monnaie comprise. Donc à court terme, on voit aussi, on avait dit oui, il y a des rebonds, mais systématiquement en fait les tentatives d'accélération sont contrées. Même si on a eu un bon début du mois d'octobre. Alors le point positif, effectivement, c'est que le Bitcoin tient les 27 000 $. Pendant un mois, on n'a pas réussi à passer ce cap. Là, on arrive à s'y installer au-dessus. C'est une marche d'escalier supplémentaire, en fait, à la reconquête des 30 000 $. Mais là, la priorité, c'est pas forcément en fait d'accélérer à la hausse tout de suite et trop vite, mais c'est réellement de tenir cette zone des 27 000 $ dans les prochains jours, puisque voilà, on se souvient en fait depuis un mois, on était resté bloqué là en dessous. Mais c'est vraiment bâtir pour le moment ces nouvelles fondations. C'est ce qu'on appelle en fait en analyse technique une résistance devienne support. Voilà. Et pour ces prochains jours, c'est vrai que cette réaction baissière qu'on a eue là depuis une demi-heure sur Bitcoin, au moins ça nous donne un bon point de repère, les 27 800 $ à déborder pour signaler qu'une nouvelle dynamique positive s'installe. Mais ça risque quand même à court terme d'être très compliqué. On a en effet les chiffres de l'emploi aux États-Unis qu'on détaillera davantage encore dans BFM Bourse. Bien sûr, chaque jour, 15h30, 18h en direct. L'emploi américain qui surprend, beaucoup plus de création de postes une nouvelle fois qu'attendu aux États-Unis. 2 fois plus de création de postes qu'attendu, malgré les efforts de la Réserve fédérale américaine pour essayer de ralentir l'économie. On y reviendra donc tout à l'heure. Alors vous le disiez, ça jette un froid sur le Bitcoin. Qu'en est-il de l'Ether en l'occurrence, Xavier ? Alors l'Ether suit un peu le mouvement toujours du Bitcoin, mais avec une force un peu moins vigoureuse. Le Bitcoin, ça reste le dominant, ça reste toujours le maître. Alors il y a quelques altcoins qui essayent de faire mieux, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est moins performant, l'Ethereum est moins performant que le Bitcoin. Il a en fait ce haut de range autour des 1700 $. Aujourd'hui, on est à 1620 $ sur l'Ether. Donc on voit que l'Ether a quand même beaucoup plus de mal. On est donc coincé dans ce range entre 1700 $ au-dessus, 1550 $ en dessous. Là, on est au milieu finalement depuis un mois. On fait en fait ce qu'on appelle des portes de saloon. Donc attention quand même dans ces périodes-là de range. On a des tentatives de sortie par le haut, mais systématiquement c'est contré là aussi. Donc attention à ne pas acheter finalement les accélérations haussières. Voilà. Donc pour le moment, en fait, finalement, c'est statu quo sur les terres. Merci Xavier. Xavier Fenot nous accompagnait depuis Interactive Trading et l'actu de la semaine a été chaude, riche. Si je vous dis que son procès a débuté cette semaine, vous savez de qui je parle. Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX. On va revenir sur ce procès, les premières audiences qu'il faut en retenir. Est-ce que nos pros des cryptos attendent de ce procès ? On va aussi évoquer Polygon qui perd l'un de ses cofondateurs, et ce avant une étape de croissance importante pour Polygon. Faut-il ou pas s'inquiéter ? Et puis les derniers développements dans l'actualité Web3, les dernières technologies, les dernières passerelles qui ont vu le jour avec la finance traditionnelle. On a vu d'ailleurs de nouveaux ETF d'Ethereum apparaître cette semaine sur le marché américain. Et puis le Salvador lui aussi avance. Le Salvador lance sa première coopérative de minage. On appelle ça une pool de minage. C'est bien joli, mais pourquoi faire ? On essaiera aussi d'apporter des réponses. L'actu crypto condensé en 25 minutes, c'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec nos deux pros, Owen, donc avec nous, à distance, depuis sa Moselle, chérie. Il tient à sa Moselle, chérie, Owen. Merci de nous accompagner chaque vendredi, depuis vos bureaux de Meria. Merci à Alexandre Stachenko également de nous rejoindre ici en plateau sur BFM Business. Et ce procès qui s'est donc ouvert cette semaine, on peut en parler, démarrer par là. Sam Bankman-Fried a pour la première fois rencontré ces juges, les maîtres de son destin. Ça y est, le procès a donc démarré, c'était mardi dernier. Ça va remettre à la une, bien sûr, toute cette histoire, cette ambiance autour de FTX. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Alexandre, des premières audiences et qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Alors, sur la première question, en fait, j'allais dire assez peu de choses qu'on savait déjà, c'est-à-dire que SBF est sacrément seul, il joue une carte qui va être difficile à tenir, c'est-à-dire ce n'est pas une fraude, c'est une conjonction de facteurs qui font qu'une entreprise a fait faillite, mais c'est tout. Mais il est lâché par ses cofondateurs, il est lâché par les dirigeants d'Alameda, il est lâché par à peu près tout le monde, donc on voit difficilement comment il va s'en sortir. Après, on n'est qu'au premier jour de procès et les procès américains aiment bien jouer le spectacle, donc on aura peut-être plusieurs pivots, mais aujourd'hui ça semble très difficile comme carte à jouer de son côté. Donc ce qu'on en retient, c'est que pour l'instant ça se déroule un peu comme on l'attendait, c'est-à-dire il n'y a pas grand monde qui le soutient, mais ce qu'on peut en attendre, c'est peut-être une question effectivement très intéressante. Alors évidemment, ceux qui ont perdu de l'argent, je pense qu'ils attendent de revoir leur argent, c'est peut-être la première chose qu'ils ont en tête. Bon, moi c'est pas mon cas, tant mieux, mais ce que j'en attends, c'est surtout... que vous y aviez de l'argent, mais vous n'attendez pas de le revoir. Non, vous n'y aviez pas. Je n'avais absolument pas mis un seul centime dans ce truc-là. Non, ce que j'attends de mon côté, c'est surtout d'avoir des réponses aux questions, comme vous le mentionnez, qu'on a eu déjà l'an dernier. Pour moi, il y a plein de questions et il va falloir établir un déroulé clair des responsabilités. Un procès, une de ses utilités principales, c'est ça, c'est d'établir un déroulé clair des responsabilités. Moi, j'ai plein de questions. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là ? Quelle est la part de responsabilité, que ce soit de l'hubris d'une personne, en l'occurrence SBF ? Quelle est la part de responsabilité des fonds d'investissement qui n'ont absolument pas fait leur due deal, qui ont contribué à crédibiliser un projet comme celui-ci ? Quelle est la responsabilité des médias traditionnels ? On a vu que même après les révélations, certains ont continué d'encenser SBF pour dire « Oh là là, on a perdu un donateur généreux, pourtant c'était le meilleur de la planète, etc. » Mais aussi, quelle est la responsabilité des médias crypto ? Il y en a plein qui, évidemment, n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer et ont entraîné un certain nombre de gens là-dedans. Quelle est la responsabilité des régulateurs ? Parce qu'on a vu le cas en France, il y a certains régulateurs qui ont empêché des plateformes de proposer des produits dont la conséquence principale a été de rediriger des gens vers FTX. Donc on peut avoir un enfer pavé de bonnes intentions. Et enfin, quelle est la responsabilité des politiciens ? Le sujet va être particulièrement brûlant aux États-Unis. Les premières révélations, c'est sur le montant des fonds qui ont été donnés par SBF. Partout, des milliards. Il a proposé de rembourser la dette des Bahamas. Il a proposé de donner des centaines de millions à des politiciens de tous bords. Donc il y a aussi le monde politicien qui va être mouillé parce qu'il n'a pas assez fait sa due diligence non plus sur quelle est l'origine de ces fonds. Donc une fois qu'on a établi les responsabilités, pour moi, il y a aussi l'intérêt que chacune des parties que j'ai mentionnées en tire des enseignements. Comment on fait pour que, je prends l'exemple des médias traditionnels, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas ? Comment on fait pour qu'on n'ait pas de nouveau une gourouisation d'une nouvelle personne qui va arriver dans la crypto, et ça arrivera. Des gens comme ça, il y en a un paquet dans la crypto. Comment on fait pour éviter que, ils aient une aura qui soit créée par des médias traditionnels ? Comment on fait pour que les régulateurs s'éduquent mieux au sujet ? Donc ça va être, à mon sens, en tout cas, la vertu pédagogique numéro 1 du procès, ça va être d'aller chercher à faire en sorte que ça ne se reproduise plus et que tout le monde en tire ses propres conséquences. Le procès qui ne fait que débuter, effectivement, qu'on va suivre aussi au quotidien, du lundi au jeudi, avec Amaury Tonquédec, dans le club BFM Crypto. C'est chaque jour à 15h également sur BFM Business et en rediffusion le soir à 21h30. On va rester dans cette ambiance. Shérif, fais-moi peur. Ça parlera peut-être pas aux plus jeunes d'entre nous, mais il y avait une série, je ne sais pas si vous l'avez connue. Mais c'était Shérif, fais-moi peur. Ah, c'était Chéri. Ah, mais il y avait aussi Shérif. Bon, il y avait un jeu de mots. Enfin, non, vous n'avez pas compris le jeu de mots. Je crois, je ne suis pas spécialiste des séries. Des régulateurs américains qui continuent pendant ce temps de souffler le chaud et le froid vis-à-vis de cet écosystème crypto. Au point que Ripple, qui gagne des batailles en ce moment, Ripple face à la SEC, Ripple vient d'obtenir une licence complète à Singapour. Et on se demande, Owen, si pour Ripple, c'est aussi une façon de tourner le dos aux États-Unis. Un peu oui et un peu de non. Un peu de oui dans le sens où ils n'ont pas attendu du tout d'avoir cette licence pour tourner le dos aux États-Unis. On parle de plus de 90% des effectifs et des ressources humaines du coup de Ripple qui étaient déjà hors des États-Unis. Un peu de oui dans le sens où dans leur communiqué de presse, quand ils annoncent avoir cette licence complète de paiement à Singapour, ils précisent quand même, et je pense que c'est un pied de nez, là où certains pays et certaines juridictions ne proposent pas un cadre clair permettant à une société crypto de se développer, d'autres le font et c'est avec ces régulations crypto
friendly que nous devons travailler. Et c'est ainsi du coup que Ripple a non seulement doublé ses effectifs sur Singapour en très peu de temps. Donc cette licence qui a été attribuée par l'autorité monétaire de Singapour, la MAS, fait sens, étant donné qu'en plus de ça, Ripple, société qui exerce dans le paiement, s'attend à avoir dans l'Asie-Pacifique des transactions qui vont aller jusqu'à doubler dans les 16 à 18 prochains mois. C'est donc plutôt évident maintenant dire qu'il tourne le dos aux États-Unis. Oui, vu la façon dont il s'exprime et la façon dont il communique, c'est peut-être également un jeu politique venant renforcer les enjeux qu'ils ont encore aux États-Unis. Ils n'ont pas abandonné le territoire, mais ils espèrent, je pense, que les différentes questions légales qui sont aujourd'hui ouvertes leur soient favorables. Et ils espèrent également pouvoir toujours gagner un maximum de parts du marché, mais ils se doivent d'être présents dans cette place qui est très importante en Asie. Il faut savoir qu'il y a principalement Hong Kong, le Taïwan et également Singapour, qui sont les 3 grandes places très actives de la crypto-monnaie aujourd'hui et qui définissent un cadre clair qui donne envie d'aller entreprendre dans le monde de la crypto-monnaie là-bas. Effectivement, et alors que les régulateurs américains soufflent le chaud et le froid, l'Europe essaie d'en tirer parti et de tirer les marrons du feu. L'Europe qui fait toujours les yeux doux aux acteurs crypto. Ah oui, très belle chanson. Beaucoup de caresses européennes à l'écosystème. Ouais. Moi non plus. Je t'aime, moi non plus. C'est vrai. C'est un peu ça, effectivement, entre l'Europe et les acteurs crypto. De plus en plus de moyens humains alloués par les différentes instances européennes aux régulateurs, surtout en France, pour accompagner l'écosystème crypto vers sa transition vers MiCA, comme c'est gentil. 5 postes supplémentaires, d'ailleurs, vont peut-être être alloués à l'autorité des marchés financiers. C'est Oui. sympa, c'est une belle caresse. Oui, c'est une belle caresse. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être en surprendre certains, mais pas tant que ça. C'est une initiative que je soutiens personnellement. C'est de toute façon aussi la position de l'ADAN depuis un certain temps que de demander plus de moyens pour les effectifs de l'AMF pour pouvoir contrôler et gérer les dossiers. Parce qu'en fait, on est confronté à une réalité qui est malheureusement assez triste, et ça fait plusieurs années qu'on le dit, c'est qu'on a globalement eu les yeux plus gros que le ventre et qu'aujourd'hui, l'AMF n'a pas les moyens de ses ambitions. On a un cadre d'abord qui est celui de l'enregistrement. On a déjà une 70 boîtes qui sont enregistrées PSAN. On a eu, comme on l'a vu suite à l'affaire FTX l'an dernier, un gros push notamment de l'AMF pour pouvoir suspendre l'enregistrement et dire non, on passe directement à l'agrément, on arrête ça, etc. Alors que l'agrément est encore plus difficile à avoir et à gérer. C'est toujours dual, évidemment. Si c'est plus difficile en termes de documents à fournir, c'est aussi plus difficile à vérifier du côté de l'AMF. Et donc le problème concret, c'est que le secteur, il a été régulé à une vitesse qui est inédite. Je rappelle qu'il y a 5 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, le cadre qui va s'appliquer à partir de l'an prochain, c'est un cadre qui ressemble au cadre bancaire. Sur certains sujets, c'est plus sévère il y a certains seuils. Donc c'est plus moi non plus que je t'aime, en quelque sorte. Alors, en fait, c'est une question de timing que je développais déjà depuis un certain temps, mais moi, la réflexion que je développe ici, en fait, elle part du constat qu'il faut faire, qu'en l'occurrence, maintenant, trop tard. La régulation est en place, donc faisons avec. Et si la régulation est en place, en fait, il faut jouer avec nos cartes. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que si l'AMF n'a pas les moyens de contrôler est-ce que l'enregistrement que je fais, est-ce que les interdictions il y a une liste noire avec des gens qui sont dessus, qui n'ont pas le droit d'opérer en France. Est-ce que ça a empêché FTX d'opérer en France ? Non. Pourquoi ? Parce que l'AMF n'a pas les moyens d'aller vérifier ce genre de trucs. Donc ce qui est embêtant, c'est que on a 2 conséquences immédiates à ça, au fait que l'AMF n'a pas les moyens de ses ambitions. La première, c'est qu'il y a une concurrence déloyale sur le territoire français, c'est-à-dire que les entreprises françaises se retrouvent à dédier une partie substantielle de leur budget à la conformité, là où leurs concurrents étrangers le dédient au développement commercial. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement la protection des Français. C'est que si on a les moyens d'embêter les entreprises françaises, mais pas de contrôler les moins disantes, en fait, on a faux sur toute la ligne parce que les Français partent chez FTX et autres. Donc, on peut espérer qu'avec effectivement des moyens supplémentaires, eh bien, ces 2 problèmes seront non pas réglés, mais à minima minorés. Et on peut évidemment, comme je le disais, déplorer que ces moyens, ils arrivent tardivement Effectivement. Sur ce marché. C'est dans le projet de loi de finances pour le budget 2024. Donc, c'est quelques postes, 5 postes supplémentaires qui devraient être alloués à l'autorité des marchés financiers pour accompagner les acteurs crypto vers MiCA. Autant que faire se peut. Voilà, et tenir par la main pour les amener vers la régulation. Ah oui, c'est normal en même temps. Vous pouvez suivre tout ça d'ailleurs aussi sur notre newsletter BFM Crypto. Ne la ratez pas, chaque lundi à 18h, la nouvelle newsletter BFM Crypto. Et pendant ce temps, on en est où des projets de leur développement ? Les pros des cryptos, votre machine à condenser le temps et la semaine crypto vous dira tout dans un instant. Mais avant... Le départ d'un des cofondateurs de Polygon, c'est l'une des autres actualités des derniers jours. Il s'appelle Jayanti Kanani. Il dit vouloir prendre du recul. Est-ce que ça a eu un impact d'ailleurs sur la valeur de Polygon, sur le cours de Polygon et comment est-ce que vous voyez du coup désormais l'avenir, Owen ?
Pour le coup, l'impact sur le cours a été plutôt léger et je dirais ça a été très rapidement corrigé dans le sens où le cours a perdu 3 ou 4% rapidement après l'annonce et ces 3 ou 4% ont été récupérés dans les 24 heures qui ont suivi cette annonce. Pourquoi est-ce que ça a eu un impact ? On ne parle pas de n'importe qui quand même, on parle certes de l'un des 3 cofondateurs, M. Kanani, mais surtout une personne qui était là à l'origine du projet il y a plus de 6 ans. Polygon est une blockchain qui a très souvent essayé d'évoluer, qui a très souvent tout simplement pivoté, qui est passé d'un espèce de Layer 1 EVM compatible à un Layer 2 qui inclut aujourd'hui du Zero Knowledge comme beaucoup de tendances d'autres Layer 2. Donc ils ont vraiment été dans la tendance la plupart du temps et ils ont été capables de remettre en cause la ligne directrice du projet, de pour être le plus efficace possible, ou en tout cas essayer de répondre à l'instant T aux besoins des utilisateurs. La particularité, c'est que du coup, tout vient de la tête pensante qui est capable de s'adapter très vite, de prendre des décisions et de les appliquer. Avoir naturellement l'un des 3 visages de l'une des plus grosses crypto-monnaies, aujourd'hui c'est l'un des plus gros Layer 2, Polygon fait partie des plus grosses crypto-monnaies qui existent en termes de valorisation et de capitalisation, et donc naturellement, ça peut faire peur au marché. L'annonce a malgré tout été bien faite, que ce soit sur un fondement et sur une structuration politique. De plus, M. Kanani qui quitte du coup Polygon le précise, non seulement il va quitter Polygon, mais pour entreprendre une nouvelle aventure entrepreneuriale toujours construite sur la technologie de Polygon, donc il reste dans la blockchain et il reste sur cette technologie, et il se voit naturellement soutenir encore et pour toujours cette blockchain qui est son projet de cœur, son projet d'origine, tout simplement. Donc pour le coup, ça ne modifie pas l'avenir, une roadmap technique déjà bien fournie, Polygon 2.0 a été annoncé, ça devrait certes affecter quelques esprits sur le court terme, mais ça ne devrait en rien modifier la roadmap technique du projet dans les mois et dans les années à venir. Et on va suivre bien sûr Polygon, on va suivre aussi les nouveaux développements pour Ethereum, des développements si nombreux que le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, lui-même s'interroge. Est-ce que tout ça ne va pas un peu trop vite ? Ethereum a-t-il trop changé ? Il l'a dit ces derniers jours, Vitalik Buterin, Ethereum a fait du chemin depuis sa création en 2015. Veut-on désormais intégrer trop d'éléments au protocole principal ? Et ne faudrait-il pas revenir à une approche plus minimaliste ? Même lui le dit, Alexandre. Oui, la question, en tout cas le sujet, je pense, a fait sourire un certain nombre de bitcoiners, évidemment, parce que pour beaucoup, c'est un aveu d'échec. Alors, est-ce que c'est ce que je partage ? Pas forcément, mais pourquoi c'est perçu comme un aveu d'échec ? Parce que c'est une volonté de retourner sur un concept qu'on appelle l'ossification des protocoles, c'est-à-dire qu'on veut retourner sur une couche 1 qui fait pas grand-chose et dont la principale caractéristique c'est l'intégrité et la sécurité. Et en fait ça c'est pas possible à partir du moment où on a un protocole comme Ethereum qui fait 1, 2 voire 3 changements majeurs par an et qui le fait au niveau du protocole. Encore l'an dernier on a parlé ici sur ce plateau de The Merge, on change quand même l'algorithme de consensus qui était absolument hyper important dans une blockchain. Donc pour certains bitcoiners, c'est la différence qu'on fait entre un protocole qui se veut être un standard robuste, fiable, et une start-up qui propose un produit et donc en fait dont l'ambition est de faire un 1.0, 2.0, 3.0 et de s'adapter en permanence aux desiderata des clients. Donc pour les défenseurs d'Ethereum, à l'inverse, ils vont arguer que c'est une très bonne chose qu'on puisse faire évoluer le protocole régulièrement. Ça évite l'inertie, ça évite de ne pas innover, ça évite de rester finalement figé dans le passé. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on va revenir aux objectifs initiaux d'Ethereum. Dans les objectifs initiaux d'Ethereum, il y avait plusieurs choses. Il y avait la programmabilité on-chain, donc directement dans le protocole, les smart contracts, on va pouvoir coder des transactions. Il y avait la scalabilité. Un des objectifs d'Ethereum au départ était de dire on va augmenter le nombre de transactions qu'on peut faire en layer 1. Et ce que beaucoup de bitcoiners regardent en soulevant les sourcils, c'est de se dire bon, la scalabilité, vous avez mis 4-5 ans à faire le deuil, mais ça y est, maintenant, c'est accepté par Ethereum que ça se fait en layer 2. Et il vous reste la programmabilité. Et puis là, on a Vitalik qui arrive et qui dit finalement, est-ce qu'on serait pas un peu trop, est-ce qu'on reviendrait pas aux fondamentaux ? Donc il y a beaucoup de bitcoiners qui rigolent et qui se posent la question, est-ce que tout ça pour ça finalement, est-ce que pour être un peu provocateur, est-ce que Ethereum ne serait pas une layer 2 de Bitcoin ? Et donc ce débat-là revient. Magnifique. En fait, le problème, c'est que moi, j'arrive pas à avoir d'avis sur cette question parce que quand on prend le déroulé rationnel, en fait, j'ai rien à y opposer à ce raisonnement. C'est-à-dire que si on constate qu'on peut pas faire de scalabilité et qu'en plus la programmabilité, on va la faire sur une layer 2, effectivement,
ça veut dire que la proposition de valeur qu'on retient de la layer 1, c'est l'intégrité, la sécurité et l'inertie. C'est déjà ce que fait Bitcoin. Et Bitcoin le fait mieux dans la mesure où il y a plus d'adoption, plus de puissance de calcul, etc. etc. Donc aujourd'hui, la seule chose qui fait qu'on peut conserver ces deux choses-là, c'est que Ethereum n'a pas complètement abonné. Il s'agit de l'avis de Vitalik, il ne s'agit pas de l'avis de tout le monde sur Ethereum. Et que donc du coup, on conserve une forme de deux créneaux qui ne se mangent pas. Le créneau de Bitcoin, c'est que la richesse de Bitcoin, c'est l'inertie. Ça ne bouge pas. Et le créneau d'Ethereum, qui on va dire les blockchains programmables, Polygon, Solana, enfin il y en a plein, où Ethereum est très très loin devant, mais dont la richesse, c'est la flexibilité, c'est pas l'inertie. Donc comment on va voir si ces deux créneaux finalement se réunissent pour ne former qu'un et Bitcoin devient un peu l'Internet, il n'y a pas 36 Internet, ou est-ce qu'on va conserver des créneaux différents? Là c'est très difficile de s'exprimer aujourd'hui, mais quand on voit ce genre de déclaration, on se dit que en fait, même au niveau protocolaire, on a encore beaucoup de débats sur une technologie qui reste aujourd'hui risquée et émergente. Évidemment, on le rappelle tout le temps à nos auditeurs. Il y a un proverbe qui dit changer pour mieux demeurer. Bon, voilà, c'est un peu le destin d'Ethereum aujourd'hui. Il fallait que rien ne change pour que tout change. Ouais, alors que Bitcoin a plutôt tendance à demeurer pour parce que aussi évoluer malgré tout. C'est la proposition de valeur. C'est ça. Pour pouvoir faire confiance à Bitcoin, il faut que ça ne change que très rarement et qu'avec des consensus extrêmement forts. Ethereum a adopté une autre approche. Voilà, après, chacun juge de ce qu'il préfère comme approche. Le Salvador, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé ici du Salvador. Vous le reconnaissez? Non. Enfin, c'est l'hymne du Salvador. Ah, eh bien. C'est l'hymne du Bitcoin, du coup, puisque le Salvador a fait du Bitcoin sa monnaie légale. Mais oui, c'est votre hymne, messieurs. Il y a beaucoup de gens qui vous le connaissez pas. Avec ça, mais... Il va falloir l'apprendre. Il est à l'honneur, le Salvador, effectivement, cette semaine, car il possède déjà sa poule de minage. Ça y est, accepter le Bitcoin comme monnaie officielle, c'était fait. On comprenait l'intérêt. Et désormais, donc, le Salvador créer sa propre pool, sa propre coopérative, on va dire, de minage. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'un pays peut trouver un intérêt à créer sa propre coopérative de minage et notamment le Salvador, d'après vous, Owen? Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a des pools de minage et comment ça fonctionne. En fait, pour faire simple à l'origine, quand on connecte un ordinateur, donc un mineur de Bitcoin au réseau, on va faire des calculs et si on arrive à résoudre une équation avant tout le monde, on va donc sécuriser le prochain bloc et obtenir des récompenses. Au début, il y avait peu d'ordinateurs sur le réseau et comme il y avait un bloc approximativement toutes les 10 minutes, on avait tous une petite chance toutes les 10 minutes de gagner. À ce moment-là, même si on dépense de l'électricité, on pouvait miner un bloc de temps à autre, récupérer des bitcoins et couvrir ses frais. Le problème, c'est que le réseau est si large et qu'il y a tellement de mineurs qu'aujourd'hui, miner du bitcoin tout seul sur le réseau, c'est un petit peu jouer au loto. On a des chances de dépenser de l'électricité ad vitam aeternam et de ne jamais rien gagner, ou au contraire, on peut avoir beaucoup de chance, se brancher quelques heures et faire sécuriser un bloc tout simplement et récupérer un gros jackpot. C'est pas viable quand on en vit, quand on en fait ce métier naturellement. Et donc, il y a des conglomérats de mineurs, des gens qui se rassemblent et qui vont tout simplement mettre en commun leur puissance. 500, 1 million, 2 millions, peu importe. Le fait d'être plus nombreux, ça fait qu'il y a naturellement beaucoup plus rapidement un gagnant. Et ce gagnant va donc partager sa récompense avec tous les autres membres du conglomérat, tous les autres membres de la pool, ce qui fait des plus petits gagnants, des gagnants beaucoup plus récurrents et qui permet réellement de savoir est-ce que l'activité de minage est rentable et permettre à tout le monde de participer. Le problème, ça recrée une couche de centralisation parce que du coup, il y a une couche logicielle qui vient recentraliser tous les mineurs qui, à la base, sont là pour participer à la décentralisation du réseau. Naturellement, la décentralisation géographique, que ce soit des mineurs ou que ce soit même de l'utilisation logicielle de la pool, était importante. Actuellement, le Salvador avait déjà créé l'initiative Volcano, qui a pour but, Volcano Energy, qui a pour but de dégager 240 mégawatts d'énergie renouvelable pour pouvoir faire du minage. C'était évident qu'ils se devaient de créer leur propre pool de minage, qui s'appelle en l'occurrence Lava, naturellement, après Volcano, Lava, et qui permettra justement d'être la première interface logicielle pour les mineurs qui seront sur le site. Merci à tous les deux, nos pros des cryptos. On voulait aussi parler du Brésil qui va utiliser désormais la blockchain pour la nouvelle carte d'identité. Pas de regret, Owen, si on garde le sujet au chaud pour une autre fois? Pas trop de regrets? Absolument aucun. Bon, super. Puis on partira ensemble au Brésil, du coup. Ce sera l'occasion, pour aller voir comment ça se passe, la blockchain dans les cartes d'identité brésiliennes. Ce sera une bonne occasion d'y aller faire un petit tour. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alexandre Sachenko, salut Alexandre. Expert de ces thématiques Web3. Un grand merci à Owen aussi qui nous accompagnait depuis ses bureaux de Meria. Et voilà, Xavier Fenot aussi qui était avec nous depuis Interactive Trading. Les pros des cryptos en rediffusion aussi le vendredi soir à 21h30. Et puis dès lundi, vous retrouverez à 15h Amaury Tonquédec et ses experts dans le club BFM Crypto. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.